Il faudrait que l'hype redescende un petit peu, puis je pense qu'il y a eu un effet aussi pour les particuliers, tu vois, de vouloir tout tester, etc. J'enchaînais des dizaines, je sais pas, des dizaines, peut-être même des centaines de calls, tu vois, donc chercher, créer des rendez-vous, puis derrière enchaîner sur bah voilà, pitcher la boîte. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour Julien. Bonjour Gaël. Salut Rosen. Hello Gaël, salut Julien. Salut Rosen. On se retrouve donc pour un épisode sur le financement. Un de plus. Dans la saison 2, il y en a eu 2 ou 3. Là, on va aller s'intéresser aux levées de fonds. Avec toi, Julien, tu t'es déjà un petit peu présenté sur l'épisode de la semaine dernière. Mais pour ceux qui l'ont pas encore écouté, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui. Julien Rebaud, donc je suis co-CEO d'une startup qui s'appelle Silab, qui a 1 an et demi maintenant, et voilà, effectivement, on est passé par le stade de levée de fonds, parce qu'on est une petite dizaine de personnes maintenant, et il fallait bien lever des fonds pour pouvoir avoir cette équipe et avoir un produit un peu sérieux, quoi. Ok. Combien déjà de levées? On a fait 1,5 million. Ok. Voilà, avec une petite partie BPI, mais voilà, en gros 1 million à peu près, et puis 500 000 de BPI, quoi, grosso modo. Ok. Est-ce qu'avant de démarrer, Julien, tu peux nous rappeler ce que c'est Silab? Oui, alors Silab, c'est une plateforme solution, on va dire, d'images génératives qui permet donc de générer des images, évidemment, de faire de l'édition d'images, de faire aussi ce qu'on appelle des modèles personnalisés, donc réussir à avoir un modèle qui te génère une image en fonction de ton style, parce qu'aujourd'hui tu peux pas avec des mots décrire précisément je voudrais un bleu comme ça, une patte graphique comme ça, etc. Donc on n'arrive pas avec des mots, donc le seul moyen de le faire c'est avec des maths en gros, voilà, pour faire vite, et le tout dans une interface qui est collaborative, donc qui te permet de pouvoir inviter des personnes en entreprise, de gérer des projets, etc. Voilà, donc ça c'est des éléments, on va dire, qui sont un peu différenciants, parce qu'aujourd'hui les plateformes sont très auto-centré, tu génères des images, t'as un fil d'images généré, et puis ça s'arrête là. Et puis t'as aussi le côté un peu tout en un de la plateforme, qui fait que c'est très simple d'utilisation et que t'as pas besoin de passer de mid-journée à Adobe, à je sais pas quoi, pour faire tout ton workflow d'images, tu vois. Tu peux travailler en équipe sur la plateforme. Tu peux travailler en équipe sur la plateforme, très simplement. Ouais, voilà. Ok, génial. Donc toi, Julien, tu habites Perros-Guirec. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est être gérant d'une start-up en Bretagne. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à beaucoup de télétravail, du coup. Pas mal de télétravail, pas mal de déplacements. On avait parlé lors du dernier podcast, donc je bosse pas mal dans des cafés en bord de mer, pas mal chez moi, et puis un petit peu à Paris, à Nantes. Enfin, voilà, je vois mes collègues. Et pourquoi tu t'es intéressé donc à l'IA, l'IA générative? Ouais. Il y a 2 ans, bon, c'était un petit peu dans la hype, mais... C'était le début, effectivement. Alors, c'est vrai que moi, dans la précédente boîte dans laquelle j'étais, c'était la version un peu, par rapport à maintenant, un peu novice de l'IA. Mais on est pas mal bossé sur la partie retouche automatisée, comment retoucher. Miro, c'est une boîte de photographie. Enfin, on envoyait les photographes sur place et puis on retouchait automatiquement les photos. Et dans cette partie, donc, comment retoucher une photo automatiquement, changer un ciel gris, un ciel bleu, etc. Il y avait cette notion d'IA. D'ailleurs, j'ai récupéré une personne qui était partie de chez eux, qui gérait le pôle R&D. Et donc, du coup, ça m'avait pas mal intéressé, même si c'était loin de mes compétences. Donc, j'ai un peu planché dessus. Puis il y a l'IA qui est sortie en même temps. Et donc, voilà, c'est l'occasion qui a fait le larron. Mais je trouvais ça hyper excitant. Et puis, effectivement, c'est devenu, je sais pas, c'est un peu l'équivalent de la sortie d'Internet, en fait. Hein. C'est une révolution, quoi. Donc, voilà. C'était un bon move sur le principe. On va voir. Ça même fonctionne, si la j'espère, mais peut redescendre un même petit si la peu, peut redescendre. parce que maintenant, c'est
presque devenu courant. Ouais, tout à fait. On est un petit peu obligé de s'y intéresser, que ce soit pour le podcast, l'image. C'est ça, t'es un petit peu obligé de t'intéresser. Alors, c'est vrai que la hype redescend un petit peu, puis je pense qu'il y a eu un effet aussi pour les particuliers, tu vois, de vouloir tout tester, etc. Après, t'as beaucoup d'outils qui sont sortis. Donc la difficulté, c'est aussi d'avoir, tu vois, t'as un problème dans l'IA un peu de stickiness, tu vois, c'est que comment faire rester les gens sur ton outil et qu'ils viennent pas juste par curiosité. Et donc, pour ça, il faut avoir un outil fort qui répond, tu vois, à des pain points. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Scilab. Ouais. Trop bien. Et pour revenir au financement de Scilab, donc on se doute bien que tu dois devoir financer ton fonds de roulement si vous êtes une équipe. Vous êtes une équipe de combien ? On est 10. 10 aujourd'hui. Ouais. Comment s'organise une levée de fonds ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process pour les 1,5 million que tu as pu lever ? Alors, process, il n'y a pas vraiment de process dans le sens où en fait, tu vas solliciter, tu vas chercher à la mano tous les fonds qui peuvent être intéressés par du early stage. Donc maintenant, t'as des plateformes un peu qui te les listent, donc ça te facilite un peu la tâche. Mais après, tu vois, faut trouver les contacts, envoyer des messages, ça peut être sur LinkedIn, etc. Donc c'est un travail de sales, hein. Tout simplement. Donc c'est vrai que je pensais que ce serait un petit peu plus simple initialement parce que déjà l'ayant vécu, mais moi j'étais là tout au début sur la première levée, mais après c'est mon frère qui avait géré ça dans mon ancienne boîte chez Miro. Donc je pensais que ce serait un petit peu plus simple, mais aussi il y a eu le Covid qui est passé par là, donc les valos se sont effondrés, il y en a pas mal qui ont perdu de l'argent, donc du coup tu lèves pas aujourd'hui, je sais pas, j'imagine qu'avec un produit similaire il y a 4 ans, j'aurais levé le triple, quoi, tu vois, et ça aurait été plus rapide, etc. Donc ça a été assez plus compliqué et plus long que ce que je pensais. C'est des business angels que tu es allé voir, ouais, t'as eu des aides peut-être étatiques aussi? Donc j'ai eu la BPI, mais donc la BPI elle va intervenir après la levée de fonds. C'est-à-dire que tu peux pas aller voir la BPI, elle va pas mettre 500 000 euros là. Parce que tu as levé, parce que tu as levé, rajoute. que du coup voilà. Mais donc c'est ce qui est déjà assez beau, hein, c'est-à-dire oui. Tu vois les aides quand on dit parfois la France aide pas, etc. Enfin, je veux dire c'est complètement faux. Après il faut réussir à avoir le premier pas, c'est-à-dire que comme je disais, si jamais t'as pas un produit qui est solide, t'as le côté un peu aussi expérience, c'est-à-dire que si jamais tu l'as pas déjà un peu fait, t'étais déjà pas dans une boîte, du coup, les fonds vont pas trop s'intéresser à toi parce qu'ils ont peur que ça rate, parce que tu l'as pas déjà vécu, et du coup, si t'as pas ça, derrière, la BPI va pas suivre. Donc, t'as un peu ce côté... Track record, ça marche quand même. Voilà, mais voilà, bien sûr, le track record, ça marche, c'est sûr, mais après, t'as le côté boule de neige, quoi. Ça fait, si jamais t'as pas le lancement du fonds, ça fonctionne pas. Et Rosen, pour répondre à ta question, donc moi c'était un mélange de business angel, on est passé par un fonds qui s'appelle Side, qui a le même processus qu'un fonds d'investissement. Donc t'as un analyste qui vient, puis après t'as le CEO du fonds qui s'appelle Renaud Guilherme qui vient aussi pareil analyser ton dossier, ce qui est intéressant, quoi, parce que du coup lui il va se mouiller pour sa communauté de business angel. Donc voilà, t'as un processus qui est similaire en plusieurs étapes. Et ensuite une fois que c'est fait, il va présenter le dossier à sa communauté pour voir si ça les intéresse d'investir. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on est passé. Donc c'est un espèce de fonds avec un mélange de fonds et de business angel. Voilà, plus quelques business angels à côté, plus la BPI en complément. Voilà. Et en combien de temps, du coup, vous avez pu faire ça? Écoute, il y a eu plusieurs étapes parce qu'en fait, au départ, avant même que le produit soit sorti, on a eu une touche importante avec Elaya, qui est un des plus gros fonds deep tech. On a eu 6 ou 7 meetings avec eux, et donc à la fois c'était cool et gratifiant aussi pour le produit, pour l'ego, pour tout ce que tu veux, mais voilà, en fait ce qui se passe c'est que au final on a perdu pas mal de temps parce on était c'est un peu bête d'avoir fait ça, mais du coup moi j'étais moins en train de me dire tiens on sait jamais, je vais en aller chercher d'autres. On était dessus mais peut-être un peu moins, tu vois, donc voilà, donc ça c'était avant l'été au final, et puis du coup après l'été, donc en septembre, je suis reparti à fond, puis j'enchaînais des dizaines, peut-être même des centaines
de call, tu vois, donc chercher, créer des rendez-vous, puis derrière enchaîner sur bah voilà, pitcher la boîte, pourquoi, répondre aux questions traditionnelles de ouais mais si toi t'arrives à le faire, pourquoi un autre pourrait pas le faire, et pourquoi surtout si toi t'arrives à le faire, pourquoi un mid-journée ou une plus grosse boîte que toi ferait pas la même chose en mieux, tu vois, avec des fonds, etc. Donc ouais, c'est des questions pertinentes, y a pas de souci. Après c'est vrai que tu peux te poser cette question-là pour n'importe quelle boîte, parce que t'as toujours un gros concurrent, et voilà. Mais donc voilà, donc on y est arrivé, puis heureusement, parce qu'on avait quand même déjà nous quelques personnes qui bossaient pour nous gratuitement, donc c'est bien gratuitement alors que potentiellement il y avait potentiellement il y avait rien derrière. Ouais, et puis ils ont comme ils ont une compétence très recherchée à ce moment-là, ils peuvent avoir bien sûr, ils peuvent avoir un salaire important en parallèle, donc ouais, ils ont cru, disons, ils ont vous cru en avez l'équipe, pu le projet. rattraper du coup après. Ouais, bien sûr, après du coup on a fait ce qu'on devait faire de ce côté-là, mais on a eu un début d'équipe qui a mouillé un peu le maillot, quoi, sur des mecs un peu seniors. Au moins ça fait un bel engagement autour de du projet. Carrément. Non, si c'était top ça, parce que sans eux on n'aurait pas pu démarrer, donc top, ouais. Ok. Et du coup, quels sont les principales cibles, les principales axes de la strat au début que t'as lancé? Alors on a un petit peu switché parce qu'au départ le produit il était orienté un peu plus tech, tu vois, avec on faisait ça en collaboration avec des designers, agences de com, etc. Mais du coup c'était plus pour des personnes qui étaient un peu plus profil, tu vois, qui étaient habitués un peu à passer, tu vois, d'une plateforme à l'autre, etc. Puis on s'est rendu compte que la vraie problématique était pour les entreprises qui elles savaient pas du tout servir. Enfin, tu vois, c'était une community manager classique, quelqu'un en équipe marketing, et puis ça s'arrêtait là. Donc, il fallait un outil qui était très simple. Donc, on a switché sur la simplification de l'outil, avec un côté tout en un, français, et voilà, avec le côté, je t'expliquais tout à l'heure, à la fois collaboratif et de l'autre respect du branding de la marque, exactement. Moi, tu vois, très clairement, donc ça fait un peu plus d'1 an que Rosen m'avait parlé de la solution. Je te voyais un petit peu évoluer là, et je te fais en direct le retour. Je suis pas devenu, j'ai pas adopté la solution il y a 1 an. Par contre là, avec les 2 épisodes, ok, je te ferai une démo. C'est bon. Tu fais une démo facile. Je te fais une démo avec plaisir. On sait que l'IA ça évolue hyper vite. Du coup, Julien, est-ce qu'on peut te demander où est-ce que tu vois Silab dans 2 ans? Très bonne question. Il y a tu peux avoir 3 manières de voir Silab, hein. 3 scénarios. T'as 3 scénarios qui sont, non, il y en a pas un où ça fonctionne pas du tout, celui-là, il n'existe pas. Le plus optimiste. Tu peux avoir un scénario où, comme la majorité des boîtes, où, ça met un peu de temps, tu galères, tu vois, aujourd'hui, par exemple, c'est un outil qui plaît beaucoup, à des PME, TPE, etc. Mais du coup, faut qu'elles viennent un peu naturellement s'onboarder sur la plateforme. Et en même temps, on a aussi des grands comptes qui sont dessus et qui adorent ça pour notamment la partie charte graphique personnalisée. Donc tu vois, typiquement on est un peu entre deux aujourd'hui, donc il va falloir qu'on accélère, tu vois, sur l'un des deux certainement en fin d'année. Donc tu peux avoir un effet ça peut durer, tu vois, avant que tu trouves vraiment ton ICP, enfin vraiment le profil idéal client. Ça peut durer un petit peu, et puis tu peux être là en train de végéter. Tu peux avoir, comme c'est ce qu'on espère, du coup une éclosion en France, tu vois, sur 2025, et du coup se dire ok, derrière on sait ce qui marche en France, on a compris ce qui fonctionnait, du coup on scale à l'étranger, donc on va dupliquer le modèle de ce qu'on fait, ce qui fonctionne en France à l'étranger. Et puis après tu peux avoir le rachat, parce que c'est le genre de boîte, on va dire, tu sais, qui utilise une partie de ton workflow de travail dans la partie création d'images, et puis se dire ok, ils ont déjà tout ça, on va pas se prendre la tête, tu vois, on l'intègre direct, et puis Canva peut être intéressé, par exemple, voilà. Je pense aux agences de communication, moi, pour le coup, ça peut faciliter le premier travail en amont pour les graphistes, typiquement. Bien sûr. Non, mais bien sûr, nous, tu sais, je parlais d'entreprise, etc., mais on a pas mal de designers qui s'en servent, et en agence de communication notamment. D'accord, génial. Ok. Et justement, je reviens à la levée de fonds. Maintenant, il y a un board. Maintenant, il y a un board, ouais. Et du coup, comment tu l'animes? Comment ça se passe ça va, pour l'instant, le board, il est assez restreint, tu vois, puis c'est le tout début, donc nous, finalement, on avait des fonds, c'était
en avril en fait, hein, au final. C'est-à-dire que le début, il était première rencontre était en septembre, la finalisation, en gros pré-signature était en janvier, et puis les fonds ils sont arrivés en avril. Tu vois, donc t'as quand même un décalage là, dans tout ça. Et donc ça va, on a fait que un board il y a un mois. Bon, c'était soft, mais après plus ça va aller et puis moins ça va l'être parce qu'il faut que ça avance quoi. Ça délivre et vraiment le but c'est de recruter, c'est de faire de la com, du market, c'est quoi? Ouais, donc on a un petit recrutement en front là qu'on va faire supplémentaire, et après sinon donc l'idée c'est on se fait connaître, donc on a fait un petit peu de RP, on a fait une petite campagne d'acquisition, grâce à la Technopole Anticipa de Lannion d'ailleurs, et puis l'idée c'est de voir, donc tu as une partie sales sur la partie un peu plus grand compte, on bosse pas mal aussi avec les formateurs. Parce qu'aujourd'hui, les formateurs, en entreprise, ils font du chat GPT d'un côté, et puis de l'autre, ils font du mid-journée, tu vois. Sauf que mid-journée, c'est génial pour faire, c'est génial pour faire de la génération d'images réalistiques. Ça, c'est très bien. Mais pour le reste, tu peux rien faire. Donc, en gros, ils nous, difficile d'accès avec c'est difficile, Discord. c'est difficile d'utilisation. Faut être un peu techos, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je sais pas, je caricature, mais avant, t'avais un formateur, il faisait 2 heures de chat GPT, et puis 2 heures de mid-journée. Maintenant, il fait 2 heures de chat GPT, 1 heure mid-journée, 1 heure syllabe. Pas tous, hein, mais ceux qui ont apprécié l'outil, etc. Donc, c'est très cool. Ça nous fait quand même, des personnes qui vont évangéliser le produit. Les vrais ambassadeurs, tu vois, en entreprise. Donc, c'est super. Et du coup, pour répondre à la question, donc ça c'est la partie côté formateur. Et après, tu as effectivement toute la partie marketing. Ça peut être via du community management, ça peut être il y a plein de choses qu'on essaie de développer. Ça peut être ça va être via les sales pour du grand compte, ça va être via un peu, on a fait un petit peu de RP. Enfin, il y a plein de choses à faire pour se faire connaître. Et après, l'idée en fait est tester. On a même fait un peu influenceur aussi, un peu influenceur B2C, un peu influenceur B2B, pour regarder un peu ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, une fois qu'on a compris, tu vois, ce qui était, vous allez accélérer. Voilà, tu avais les coûts d'acquisition qui étaient moins élevés aussi, et qui donnaient derrière, parce que c'est bien d'avoir des coûts d'acquisition peu chers, mais faut qu'ils restent, et qu'ils se transforment, tu vois. Donc, typiquement, tu vois, quand je parlais de stickiness, c'est ça. C'est-à-dire que on a testé un influenceur B2C. Donc, c'est vrai que ça nous a ramené des centaines de personnes, tu vois, pour pas très cher finalement, mais derrière les mecs c'est juste des curieux qui vont regarder et puis ça s'arrête là quoi. Donc à la fin il faut quand même qu'on ait des clients qui soient vraiment intéressés, qui s'en servent régulièrement et puis qui se disent tiens c'est bien, je vais prendre un abonnement, tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'on teste actuellement. On va tester tout ça encore, on va dire jusqu'au dernier trimestre quoi, et puis après on scale en France d'abord. Après, ça va burner. Après, non, un peu, mais ça va. Non, ça va. Non, ça va. Franchement, ça va. Et non, on n'a pas de recrutement particulier à venir. Ça y est, on a notre cash burn mensuel qui va rester celui qui est celui d'aujourd'hui à peu près. Et voilà. Ok. Un grand merci, Julien. Merci à vous. Merci beaucoup, Julien. C'était cool, merci. On aura fait un bon tour de l'IA actuelle, du secteur de l'IA, et puis du process de la levée de fonds. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.